Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Pour commencer cette rectification, en effet, la commune du Gosier s'apprête à vivre un nouveau tournant politique suite à l'invalidation de l'élection de Madame Montout. Une nouvelle élection aura lieu au sein du conseil municipal le 15 avril 2025 à 9h30. Nous serons évidemment présents pour vous faire vivre ce tournant politique à la ville du Gosier. Et débutons tout de suite notre édition en prenant la direction de Vieux-Bourg aux Abîmes où la ministre du Logement Valérie Létard était sur place pour constater l'avancement des chantiers de réhabilitation urbaine. Un an après la présentation du projet, habitants et riverains expriment toujours leur scepticisme face au manque de réponses concrètes. Une visite entre symboles, engagement et attente. Regardons tout de suite les images de Charlie Dagonia. Ce quartier du Vieux-Bourg, qui est au centre de la collectivité locale, nécessite véritablement d'être transformé, en tout cas mis à l'état zéro pour monter un nouveau projet. Mais pour cela, il faut d'abord faire une chose, entendre les habitants, entendre ceux qui sont soit propriétaires, alors certains de fait, parce qu'ils ne sont pas propriétaires du sol, mais qu'ils occupent depuis des générations ces logements, et qui ont besoin aujourd'hui, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, d'être rassurés sur la façon dont on va trouver des solutions adaptées. Satisfaite de ce que la ministre a dit, pour l'instant nous sommes dans l'attente. Les propositions aujourd'hui sont en train d'émerger, ce que nous trouvons un petit peu dommage et déplorable parce que nous pensons que la rénovation c'est un projet qui est là de longue date. En ce qui concerne ce projet-là, en tout cas, il n'a pas vu naissance l'année dernière, quand il nous a été présenté. Donc, il a vu naissance bien avant. Et ce qui est déplorable, c'est que toutes ces pistes et toutes ces solutions ne nous ont pas été présentées, en fait, lorsqu'on nous a montré, en fait, véritablement le projet. Tout ça, il faut évidemment que les équipes qui sont ici présentes montrent que chaque famille sera prise en compte dans sa réalité différente de celle du voisin. C'est de la dentelle. Il faut le faire et je pense que les élus se sont exprimés, les équipes, les services, les administrations sont aux côtés des familles et ont bien sûr le devoir pour que ce projet réussisse. Il faut réussir aussi cette transformation de la vie de leurs concitoyens, de nos concitoyens. On se fait fort que la ministre, comme on l'a déjà demandé, au ministre des Outre-mer, nous accompagne pour la deuxième tranche de la rénovation urbaine. On a besoin pas moins de 4,5 millions d'euros. Il faudrait que l'État puisse nous permettre, par le biais d'un processus, un mode opératoire hiérarchique, de poursuivre cette rénovation urbaine que les finances de la rénovation urbaine classique ne peuvent pas financer. J'ai déjà fait mon proposition dans la mesure que ça y est déjà l'huile là, l'argent là. Et puis, il y a un moment local, à penser que ça crée, mais des préférences, en débutant, on se fait des préférences pour permettre moins de monter dossier, monter de moins rapidement pour moins avancer, quoi. Plus bien que ça. Là, on est dans cette phase où on accompagne les familles, petit à petit, on met à niveau zéro les bâtiments qui sont dégradés, et fin 2026, deuxième étage de la fusée, c'est la construction du nouveau quartier du Vieux-Bourg. Voilà. Et évidemment, vous l'avez compris, ça ne peut être une totale réussite que si chaque famille a trouvé sa solution parallèlement. Et des attentes concrètes, mais aussi des résultats à rendre. C'est ce qu'a fait Loïc Tonton, président de la CARL, qui dresse le bilan de sa première année de mandat. Le président de la communauté d'agglomération de Riviera-du-Levant, Loïc Tonton, revient sur une année d'action. Dans un entretien accordé à Canal 10, il évoque les réussites, les obstacles et les défis à venir. Entre transport, aménagement et gouvernance, un point d'étape attendu. Il était au micro de Grégory Laps. Évidemment, il était important
de rappeler que la CAL n'est pas là depuis des décennies. Elle n'a qu'une décennie, donc 10 ans, et rappeler quand même que la CAL, malgré du fait qu'elle soit la plus jeune agglo de Guadeloupe et quasiment de la France hexagonale, elle est quand même une agglo très active, très dynamique, qui porte des politiques publiques très importantes, des structures très importantes, des projets en action, mais aussi en perspective. Donc, je parle de l'ATP 250 du Gosier, le jardin de Kervino, le guichet unique. Nous avons la maison de l'insertion sur Sainte-Anne. Nous avons également mis en place une politique liée au fait d'avoir des tiers-lieux au niveau des différentes communes. Donc, nous avons acheté un tiers-lieu au niveau du Gosier, au niveau de Saint-François, bientôt au niveau de la Désirade, puisque le but c'est de permettre aussi à la CAL de présence sur tous les territoires et pas forcément avoir un siège central qui obligerait la population de pouvoir se rendre à ce lieu. L'idée, c'est que la CAL soit à disposition du territoire, de la population, de tout le territoire, que ce soit du Gosier, de Sainte-Anne, de Saint-François ou de la Désirade. Et évidemment, les projets qui sont en perspective et qui sont en cours, en tout cas au niveau des études. Là, je pense évidemment à la revitalisation de l'espace est de la Désirade, donc la météorologie, l'école du souffleur. Je pense au port multimodal de Sainte-Anne, le port de Galba, pour un peu plus de 6 millions d'euros quand même, qui comprendrait également la ZMEL de Sainte-Anne, également la ZMEL de Saint-François aussi, pour un peu plus de 2 millions d'euros. Donc nous avons beaucoup de projets en cours de réalisation. Et ne pas oublier aussi que en même temps, en parallèle, nous intervenons sur des projets des différentes communes dans le cadre du fonds de concours qui consiste à intervenir à 50% de la part communale. Arriver dans une communauté d'agglomération avec tout ce que ça a engendré, il fallait être très fort mentalement, il fallait aussi faire preuve de management efficace, rapide et efficace, puisque la fin de la nature est très proche. On parle que d'1 an pour l'instant, donc ça sera 2 ans. Donc il fallait aussi s'occuper de notre personnel, qui eux sont quand même le poumon, le cœur même de l'agglo. Également sur le plan politique, puisqu'il y a aussi les élus. Rappelez que quand même que la CAL, à un moment donné, c'est très difficile. Et donc l'impulsion que j'ai donnée, la volonté que j'ai donnée, qui consiste à s'unir, à faire preuve de cohésion, à retrouver certains automatismes d'élus qui sont censés faire preuve d'esprit communautaire. Donc il fallait l'impulser. Et donc évidemment, je suis très fier d'aujourd'hui du résultat. Malgré les difficultés, nous avons une collègue qui l'a dit tout à l'heure, c'est dans la difficulté et la douleur que nous apprenons, et nous apprenons très bien et très vite. Et s'il y a une urgence qui traverse toutes nos institutions, mais également notre territoire, c'est celle de la santé mentale. Et la justice, elle aussi, y est confrontée de plein fouet. Évidemment, à l'occasion de la Grande Cause nationale 2025, une conférence s'est tenue en Guadeloupe sur le lien entre justice et santé mentale. L'objectif, comprendre et mieux accompagner les personnes atteintes de troubles psychiques dans le cadre judiciaire. Il s'agit également de lever les tabous qui entourent encore la psychiatrie dans nos sociétés. Regardons tout de suite le reportage signé Olivier Félix. La santé mentale est vraiment une des composantes de la santé. Il faut savoir que la santé mentale est la grande cause nationale 2025 décidée par le précédent Premier ministre Michel Barnier, et que la justice est étroitement mêlée à la gestion et à la prise en considération de personnes atteintes de maladies psychiatriques ou de troubles de la santé mentale, puisque que ce soit par le prisme de l'hospitalisation sous contrainte, par le prisme de la prise en charge des mineurs qui peuvent souffrir de pathologies, également le prisme de la prise en charge des majeurs vulnérables par le biais du juge des tutelles, et également une personne sur 2 quasiment qui en détention peut être atteinte de troubles mentaux, et donc par l'intermédiaire de mes collègues juges d'application des peines ont à traiter ces répercussions évidentes et immédiates de la santé des personnes sur la prise en considération pour le traitement de la justice de ces personnes. C'est nécessaire, en fait, les professionnels de santé que nous sommes et les professionnels de la justice, en fait, travaillent au quotidien autour de l'accompagnement et de la prise en charge des patients. Donc oui, c'était nécessaire de réfléchir ensemble et d'associer au maximum des professionnels, des travailleurs sociaux, des personnes en tout cas qui sont au quotidien auprès des patients, pour nous, qui sont parfois des justiciables côté justice et des usagers pour les structures médico-sociales. Donc c'est comment nous arrivons avec toutes ces différences à converger pour pouvoir avoir une qualité de prise en charge de la santé mentale des personnes, améliorer en tout cas la qualité de cette prise en charge. Le territoire contraint de ce département insulaire fait face à une absence que nous ne pouvons que noter d'infrastructures qui permettent une prise en charge dans les différents
types de pathologies ou les différentes cas qui concernent les personnes atteintes de troubles mentaux pour qu'elles aient à la fois une insertion mais également un soin et la possibilité peut-être d'être en voie de guérison. Pour autant, aujourd'hui, il faut savoir que les personnes qui font l'objet d'hospitalisation sous contrainte sont également des sujets de droit. À ce titre, ont le droit d'être défendus. Nous ne considérons pas suffisamment la psychiatrie comme une spécialité médicale. Il y a beaucoup de freins pour les personnes à aller consulter en psychiatrie parce que la personne aurait un cancer, elle consulte en oncologie et c'est normal. Elle a un problème pulmonaire, elle consulte en pneumologie, c'est normal. Il y a un problème de santé mentale. On est très réticent à consulter en psychiatrie et il faut qu'on arrive effectivement à encourager, à déstigmatiser la psychiatrie parce que c'est une spécialité médicale comme les autres. Et entre institutions et sociétés civiles, certains dialogues surprennent. C'est le cas de la rencontre qui a réuni une procureure de la République et un chanteur militant. C'est une rencontre inédite qui s'est tenue à l'Université des Antilles. Kérosène, artiste engagé, face à Caroline Calbo, procureure de la République. Deux univers, une île et un même désir d'écoute. Au cœur de l'échange, l'identité guadeloupéenne, la justice sociale et la responsabilité partagée. Une rencontre rare mais très applaudie. Regardons tout de suite ce reportage. Inculqué, je ne sais pas quoi, on a été lobotomisé, on croit que la Guadeloupe a besoin de la France. On ne nous dit jamais que la France a aussi besoin de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Donc les débats ont lieu de manière tout à fait apaisée, respectueuse. Il y a eu beaucoup d'interventions du public, l'amphithéâtre était plein, donc c'est un vrai succès. Je crois que nos deux intervenants ont beaucoup apprécié l'exercice, qu'ils ont réussi. D'ailleurs, il faut le dire, c'est important. Et je trouvais que c'était assez intéressant justement de pouvoir débattre sur des grandes questions de société, que ce soit la sécurité, mais aussi l'identité, la citoyenneté et les gangs aussi. D'ailleurs, on en a parlé aussi ce matin. C'est important de se faire comprendre. On est pour moi, des Guadeloupéens avant tout. On ne veut pas être traité en tant que Français en Guadeloupe, on veut être traité en tant que Guadeloupéen en France. Et c'était super important d'être là, de confronter mes idées, d'exposer mon point de vue. Je trouve que c'est intéressant de débattre et de sortir de sa zone de confort pour justement être confronté à des arguments qui sont ceux d'autres, de quelqu'un qui a une autre origine, qui a une autre histoire que la mienne. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment passionnant. Quelqu'un dont la fonction, qui des fois ne permet pas d'entendre les points de vue, puisque les procureurs sont là pour condamner, c'est les procureurs qui ont la parole. Là, c'est bien de se faire entendre. On a pu avoir des échanges, des débats parfois passionnés, des interventions du public. Donc souvent, les personnes n'étaient pas d'accord, mais c'est ça l'enjeu justement, c'est de réunir dans un même lieu des personnes qui n'ont pas les mêmes visions et puis qui échangent respectueusement et qui apprennent les unes des autres. C'est surtout ça qui est important, apprendre de l'autre. Et sur les routes de Guadeloupe, c'est une autre forme de passion qui s'exprime, celle du cyclisme à l'approche du plus grand événement sportif de l'île. Le Tour de la Guadeloupe 2025 a été officiellement présenté au Cinestar pour sa 74e édition. L'épreuve promet un plateau relevé, des étapes exigeantes et une ferveur populaire intacte. Les passionnés retiennent leur souffle. Pour Canal 10, Vianney Valverde et Pascal Abattant. La région Guadeloupe ne peut en aucune manière ne pas soutenir l'événement le plus populaire qui se déroule en Guadeloupe, le Tour cycliste qui rassemble tous les Guadeloupéens pendant 10 jours sur toutes les routes. Ça déclenche les ferveurs, les passions. C'est une volonté de l'institution départementale d'ailleurs qui a toujours existé avant même notre arrivée aux affaires. Nous avons toujours accompagné en fait le Tour cycliste de la Guadeloupe. C'est un événement populaire et puis les Guadeloupéens comme moi-même, nous sommes sur le bord des routes à applaudir nos champions. Et c'est un événement qui permet de promouvoir notre destination Guadeloupe, le territoire guadeloupéen, de faire voir aux gens des coins qui n'étaient pas connus. Et donc je disais donc que la région Guadeloupe ne peut en aucun cas ne pas soutenir cette manifestation, d'autant plus que la 74e édition du nom, quand on regarde la présentation, laisse augurer d'un spectacle de qualité. La préparation va être un peu différente. Il y a beaucoup d'étapes de montagne et d'étapes pour puncher.
Les étapes sont un peu plus longues que ce qu'on a l'habitude de faire en ce moment. Donc je pense que la préparation va être un peu différente, en gardant le même esprit, mais un peu différente quand même. My preparation for the tour this year will be, I think mainly the main difference will be to stay in Guadeloupe to adjust to the heat, because a lot of the time when I come from France, this is the biggest thing that I struggle with is the heat. Et les clubs locaux ont tout le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet pour se préparer, pour être au top et pour pouvoir se confronter aux clubs, aux associations, aux clubs étrangers qui vont venir avec des coureurs de renom. For the teams that are invited, I don't fear anyone. Alors je les connaissais pas, j'ai eu le temps d'aller voir un petit peu sur internet et j'ai vu qu'il y avait surtout l'équipe colombienne, il y avait des gros champions dans cette équipe, donc et des gros ex-champions, mais qui pédalent toujours aussi fort, donc très dangereux. Une 74e édition qui s'annonce très animée, et notez que demain soir, Frédéric Théobald, le président du comité régional du tourisme, sera mon invité sur ce plateau pour évoquer un peu plus en détail cette prochaine édition du Tour cycliste de la Guadeloupe. Et pendant que l'on pense performance, certains pensent mémoire, une mémoire multiple entre esclavage et guerre d'Algérie. Prenons tout de suite la direction du Memorial Act, où une rencontre intergénérationnelle et mémorielle a réuni des lycéens autour de deux grands traumatismes historiques: l'esclavage et la guerre d'Algérie. Objectif: comprendre la colonisation, ses mécanismes, ses traces et ses résonances d'un territoire à un autre. Un dialogue éducatif est nécessaire. Un reportage signé Nicolas Hachi. Il est tout à fait nécessaire pour les jeunes générations, notamment ici en Guadeloupe, en Martinique aussi, où je me suis rendu souvent, d'expliquer ce qu'a été le sens historique de la colonisation, donc de l'esclavage. Et que ce sont des questions politique, historique, d'une très très grande importance pour les jeunes générations. Donc quand elle m'a dit et quand elle m'a donné le programme qui était celui de faire des conférences, débats avec la jeune génération, notamment lycéenne, j'ai accepté parce que c'est compte tenu de ce qui se passe en ce moment en France en particulier, il me semble nécessaire de revenir, de comprendre ce qu'a été profondément la colonisation, notamment pour tous les peuples dominés. Je pense que c'est des questions décisives. C'est particulièrement enrichissant. Et je pense que ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on est dans un dialogue avec la jeune génération et qui sont, en tout cas, ils semblent passionnés. Et je pense que ce que disait Benjamin Stora, ça ne suffit pas le travail des chercheurs, ça ne suffit pas le travail des historiens. Il faut qu'il infuse dans la société, qu'il soit diffusé. C'est comme ça qu'on va éviter que certains réécrivent l'histoire. Beaucoup de liens entre les Antilles et l'Algérie, des liens qui ont été surtout focalisés autour de Frantz Fanon, et on a oublié, et peut-être aussi parce que faut nettoyer devant notre porte les historiens, mais on n'a pas dit qu'il y avait de grands noms des Guadeloupéens, des Martiniquais qui ont soutenu la lutte d'indépendance algérienne. Et là, je veux parler de Sonny Rupert, de Cabor-Masson, de Boukman, voilà, de Roland Tesoros, et tous ces gens ont aussi contribué à soutenir la lutte d'indépendance algérienne. Et donc c'est un peu dommage effectivement qu'on n'en ait pas assez parlé. Et puis on espère en tout cas que cette série d'événements permettra justement de réparer tout ça. Nous sommes rendus ici au Memorial Act afin d'écouter le célèbre historien Benjamin Stora ainsi que Madame, pour justement avoir davantage d'informations sur le rôle, l'impact de la colonisation de l'Algérie et surtout de la guerre d'Algérie. Il y a eu un moment d'échange entre nous, les élèves, et les deux historiens, ce qui a été très enrichissant pour nous. Nous avons posé des questions et avons échangé avec Benjamin Stora notamment. Et nous avons également eu des autographes. Donc ce fut un événement très intéressant et très enrichissant dans le cadre culturel et historique. Et parce que mémoire rime aussi avec culture, rendons-nous tout de suite à la bibliothèque municipale de Morne-à-l'Eau pour une soirée littéraire où il était question de filiation. Dans le cadre de la fête du crabe, un mardi littéraire a réuni écrivains, enseignants et citoyens autour d'une grande question: quel enfant laisserons-nous à la Guadeloupe de demain? Une soirée autour de la transmission, du patrimoine et de l'engagement culturel. Le coordinateur de la manifestation, Franck Garin, livre tout de suite sa vision.
On est en plein dans la fête du crabe qui a commencé depuis le 30 mars à Anse-Bertrand. Et la ville de Morne-à-l'Eau a l'habitude d'organiser les mardis littéraires. Donc c'est dans ce sens que M. Garin nous a proposé que cette soirée littéraire soit consacrée à la filiation, vu que le thème de la fête du crabe cette année, c'est la transmission. Nul n'ignore qu'on est dans un pays où la jeunesse, elle part. On lui propose d'autres horizons. Peut-être que nous ne savons pas ce qu'il faut lui proposer. Et on se retrouve avec une grosse question. Quels enfants laissons-nous à la Guadeloupe? Donc c'est la thématique de la transmission. On a ce soir 2 autrices qui ont, non pas travaillé sur cette question, mais qui l'ont abordée à travers leurs écrits, puisque la transmission, elle a des aspects multiples. Hein. C'est ce que vous, moi, nous avons retenu de nos parents, que nous avons conservé ou pas, n'est-ce pas? C'est la terre aussi, qu'on partage ou qu'on ne partage pas. Donc la question de la transmission, elle se pose de manière multiple dans notre pays, et d'où la nécessité, selon nous, de l'aborder à travers la fête du crabe, puisque en réalité, la transmission, elle est d'autres culinaires aussi. Est-ce que nos enfants sauront faire un matété, un calalou, un colombo, etc. Ce sont ces petites choses-là qui doivent aussi nous interpeller et nous inviter. Le thème de la transmission nous invite à mettre en place les éléments de conservation et les éléments de continuité de notre culture. C'est pour cela que le thème est omniprésent dans cette manifestation. J'ai voulu écrire sur l'athlétisme parce que j'ai fait le constat assez désolant que notre athlétisme guadeloupéen, voire national, était un peu en perte de vitesse. Et c'est vrai que moi, j'ai été athlète à l'Étoile de Morne-à-l'Eau à une époque où il y avait beaucoup de talent dans ce sport. Et j'ai eu envie de faire parler ces athlètes pour peut-être redonner envie à la nouvelle génération d'athlètes de performer, de redorer le blason de l'athlétisme guadeloupéen, mais aussi d'amener une espèce de réflexion sur la gestion des talents et de la haute performance chez nous. Il nous appartient, nous, de vous les transmettre. Il vous appartient à vous aussi d'aller les chercher, de faire la connexion. Et je suis pour cette connexion-là. Parce que j'ai des enfants qui sont encore jeunes, j'ai des petits-enfants, et mon envie, ce n'est pas être de la nostalgie, dire ouais, voilà ce qu'on faisait, voilà ce que vous devez faire, mais de leur donner des éléments pour que face à quelqu'un d'autre qui a une autre culture, qui puisse se dire mais nous aussi, nous Guadeloupéens, voilà ce que nous faisons. Et pour poursuivre cette réflexion sur la culture et la transmission, j'accueille sur notre plateau Cédric Larin. Vous êtes coordinateur du service culturel de la ville de Sainte-Rose. Bonsoir, Monsieur Larin. Bonsoir. Nous sommes réunis ce soir pour parler d'une soirée culturelle qui aura lieu le vendredi 11 avril à Sainte-Rose, évidemment sur la plage des Amandiers. Et particulièrement dans le cadre de cette soirée, alors on en parlera, une marche qui aura lieu, une marche nocturne, j'ai l'impression, un programme que vous nous avez concocté pour cette soirée culturelle. Tout à fait. En effet, donc la ville de Sainte-Rose, le maire invite l'ensemble de la population de Sainte-Rose, mais aussi de la Guadeloupe, à une belle soirée culturelle avec un thème que nous avons préparé avec les éditions d'Aigle Marron qui est Marcher en balaline. C'est une marche de 45 minutes qui débutera sur la plage des Amandiers, arriver sur la plage de Cluny, de Vinty, et on retourne sur la plage des Amandiers avec deux arrêts comptes. On aura avec nous des compteurs qui vont un petit peu édifier et sublimer cette belle marche. Et on le voit d'ailleurs à l'image, évidemment, jeux d'IMO, poésie, des conteurs, vous l'avez dit, des expositions également, jeux domino, etc., des jouets en temps longtemps aussi. Vraiment, l'objectif, c'est refaire corps avec notre culture, avec notre patrimoine. Tout à fait. Alors, la volonté du maire, hein, c'est de pouvoir s'étendre sur le marché culturel de la Guadeloupe. Et Sainte-Rose a un grand passé culturel. Donc, on remet au centre de Sainte-Rose la culture. Et cette fois-ci, on a voulu délocaliser un petit peu, au lieu que ça se fasse uniquement dans le centre-bourg. Donc, on veut vraiment que cette soirée soit
appartiennent aux Saint-Rosiens. Donc nous avons décidé de faire sur la plage des Amandiers pour la 2e édition et peut-être la 3e édition, ce sera sur un autre lieu de la ville. Mais en tout cas, il est pour nous important de pouvoir s'étendre sur toute la commune. Alors on a encore ces images de feux de camp où on se Ménétiboa, Vincouté que vous organisez également du côté de Sainte-Rose. Je vois des invités de marque, Thierry Lima, Nicole Garin, Arnaud Alette, Benzo sera là, Didier Manette des éditions Negmaron, Thierry Galba, également Porinus, voilà, que je connais moins pour le coup, mais tous ces acteurs de notre culture seront là pour effectivement animer cette soirée. Tout à fait, ils seront avec nous, donc ils vont un peu nous conter les histoires d'antan, des faits divers qui a eu lieu sur Sainte-Rose ou autre. C'est vrai que la culture, très souvent, on pense à la lecture, comme on a vu avec Monsieur Garin tout à l'heure à la bibliothèque municipale de Morne-à-l'Eau. Tout à fait. Oui. Mais il y a aussi ces fameux contes d'antan que Benzo connaît très bien, que Benzo nous racontait. Moi, j'ai souvenir de voir Benzo sur les médias et même sur une chaîne locale qui faisait très souvent ces petits contes. Voilà, donc ce sera l'occasion effectivement de venir vivre ça en live. On invite la population sainte-rosienne, bien évidemment, mais également toute la Guadeloupe, on le rappelle, pour cette soirée culturelle le vendredi 11 avril 2025 sur la plage des Amandiers. Ce sera de 19h à minuit. Je vois les petites recommandations, apporter lampe frontale, de bonnes chaussures également pour la marche. Pour la marche. Et moi je précise aussi Ménétiban Azote pour profiter de ce feu de camp, puisqu'on va faire un feu de camp sur la plage. Alors bien sûr dans les réglementations de l'ONF et de notre responsable littoral, puisqu'il faut respecter la ponte des tortues et tout ce qui se suit. Voilà, donc on a fait en sorte que au niveau sécurité tout soit mis au point. En tout cas soit bien fait. Et par rapport à la plage, que ça puisse être respecté. Aussi, je dirais aussi aux gens de ramener un petit châle, parce qu'il y a beaucoup de vent en ce moment. Il fait très frais, donc ramener un petit châle. Et à la fin de cette manifestation, nous offrirons une grande soupe pour pouvoir un peu se réchauffer et qu'on soit dans le cadre populaire et vraiment dans une bonne ambiance locale. Après cette dépensée, effectivement, lors de cette marche, est-ce qu'il y a un coup de tambour, évidemment? Un coup de tambour prévu, et nous Kenny Boitage est là. Donc c'est une association qui offre un peu partout en Guadeloupe et qui offre aussi des jeux d'antan. Donc pour ça, on aura Ika Ipaka, trottinette, tout un tas de jeux d'antan qui vont animer la soirée avec nous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.